Je vais commencer d'abord par remercier Jimmy d'avoir accepté notre invitation, puisque dans cette programmation de conférence, ce que nous essayons de faire, c'est de croiser les différents acteurs du monde de l'art. Et ce monde de l'art, il existe parce qu'il y a des artistes. Donc, du coup, voilà, ce soir, c'est un artiste peintre qui intervient. Un artiste peintre qui travaille, j'appelle ça les natures mortes créoles. Et ça me plaît de dire ça parce que du coup, ça raccroche aux natures mortes hollandaises, ou, bon, voilà, à toute l'histoire des natures mortes. Et qu'est-ce que ça peut être en fait des natures mortes en ce début de 21e siècle, des natures mortes créoles et certainement où l'hybridation est quelque chose qui est opératoire dans son travail, mais il va mieux en parler que nous. En tout cas, on a l'impression, quand on voit ces peintures, d'être... moi, ça me projette en tout cas dans des intérieurs de maisons créoles d'il y a très longtemps. Mais en même temps, c'est complètement, je dirais, il y a tout un imaginaire par les manières de peindre de Jimmy qui transforme tout ça. Qu'est-ce que je vis Un dernier point peut-être. Je dois connaître Jimmy, je ne sais pas, peut-être 10 ans ou 15 ans, et je l'ai connu dans le cadre de la boxe. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants de deuxième ou troisième année, voire plus, qui connaissent la boxe. Ceux et celles de première année, pas forcément. Et c'est une structure vraiment à découvrir, à y aller, parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle beaucoup de structures artistiques alternatives. Et donc, c'est vraiment un, un lieu géré de A à Z par les artistes et qui peut susciter, voilà, qui a un modèle pour inciter en fait d'autres artistes à proposer d'autres types de structures. Qui dit structure alternative, j'y tiens parce que c'est aussi peut-être un peu plus de liberté encore. Voilà, merci beaucoup. Essayer de couper celui-là. Eh ben, merci Colette pour cette petite introduction qui me présente. En fait, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, voilà, comme Colette le disait, je suis artiste peintre et je vais juste me présenter brièvement dans le présent et puis peut-être revenir un petit peu plus en arrière sur mon parcours qui est autodidacte. Je n'ai pas eu la chance de faire d'école d'art et je suis arrivé un petit peu de manière fortuite à la peinture il y a quelques années. Aujourd'hui, j'exerce pleinement ma passion, qui est devenue aussi mon métier. Je gagne un petit peu ma vie avec mon travail en peinture. Et c'est jamais rien à La Réunion, je le dis pas pour m'envoyer des fleurs, je le dis aux quelques artistes qui y parviennent parce qu'on n'est pas nombreux. Et en tout cas, voilà, j'espère que le terrain s'élargira et qu'on sera de plus en plus nombreux à pouvoir gagner notre vie comme ça, avec ce qui nous anime et nous passionne. Donc, je m'appelle Kadi Jimmy, comme Colette le précisait, je travaille aujourd'hui au Tampon, j'habite le Tampon, et avec quelques amis artistes, on s'est donné un petit peu pour but de fixer un lieu qui existait déjà et qui s'appelle La Boxe. Il y a quelque temps, le propriétaire vendait, et puis on s'est dit, bon, c'est le moment, on va essayer de pérenniser le lieu et d'avoir nos ateliers en propre. Donc voilà, vous y êtes les bienvenus. Et encore une fois, j'espère que ce genre voilà, d'endroit existera et ils seront plus nombreux encore dans l'avenir, parce qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Pour donner un petit peu mon actualité, l'année dernière, j'ai terminé une résidence à l'Iconothèque historique de l'océan Indien, dans le cadre des résidences qui étaient proposées sur le musée Léon Diertz, je crois. Il y avait le musée du sel, l'Iconothèque, il y avait l'Artothèque.
Je pense que j'oublie une ou deux choses, mais en gros, voilà. J'ai fait ma restitution et puis j'ai un peu produit quand même ces 2 dernières années en vertu du projet qu'on est en train de monter. Donc voilà, il y avait un équilibre à trouver entre le travail personnel et des projets d'envergure un petit peu collective, commune. Et c'est pas rien, il faut tout le temps jongler, avoir du temps en fait pour l'un, pour l'autre, et puis pour sa vie personnelle. Mais voilà, c'est un petit peu voilà, tous ces projets-là qui m'animent. Et évidemment, alors pour bien me présenter dans ce que je fais, je suis un peu monomaniaque et exclusif. Je fais vraiment que de la peinture. Je dessine très peu. Je ne sais pas si vous avez l'exemple du Caravage en tête, mais on dit que Caravage en fait dessinait sur ses toiles et les peignait à même. Et il faisait très peu d'esquisses et c'est vraiment un défaut que j'ai contracté, peut-être une qualité, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je fais peu de dessins. Il y a des petits croquis comme ça qui arrivent quand je me balade et que j'ai une idée et que je veux la fixer vite fait pour la reproduire sur une toile. Mais voilà, je suis vraiment peintre. Je dessine sur la toile rapidement avec des crayons de couleur, puis après je peins dessus. Donc voilà, peut-être que ça changera un jour. Quand j'aurai un petit peu plus de temps, je me dis, ça serait quand même pas mal d'aller un peu sur le dessin, voire de marier un peu plus de choses. Après, dans ma peinture, je fais vraiment que de l'acrylique sur toile. On parlera peut-être un petit peu de technique après. Mais l'acrylique, tout simplement, je pense que c'est parce que j'habite le tampon, que l'huile met beaucoup de temps à sécher, mais pas que. C'est un médium qui est un peu particulier, l'huile. Bon, voilà, j'ai vraiment cette rapidité un petit peu d'exécution qui est peut-être liée aussi aux conditions économiques qui sont nécessaires dans ma pratique. Donc, plus ça va vite, mieux c'est. Et je me suis bien habitué à l'acrylique et j'ai essayé de peindre un petit peu à l'huile, malheureusement sans grand résultat pour l'instant. Mais bon, voilà, j'y viendrai peut-être. Maintenant, je remonte un petit peu dans le temps, si vous me permettez, et je vais aller un petit peu vite. Je suis né à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion, en 1972. Le temps passe et j'ai vécu à la Réunion jusqu'à l'âge de 11 ans. J'ai suivi mes parents, comme beaucoup de jeunes de ma génération qui ont suivi leurs parents qui partaient trouver du travail en métropole dans les années 80. Et j'ai vécu jusqu'à mes 26 ans à Paris, en région parisienne plutôt, et bon, sans grandes appétences, on va dire, pour tout ce qui concerne les arts plastiques, sans aucune prédilection non plus pour quoi que ce soit qui concerne le dessin, la peinture ou autre. Mais un intérêt croissant, parce que j'ai vraiment arrêté mes études aux alentours de 17 ans. J'avais commencé à travailler à la ville de Paris dans les stations d'épuration, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec ma pratique aujourd'hui. Et puis voilà, de fil en aiguille, à rencontrer des gens un peu en banlieue, un petit peu sur Paris, un biotope un peu particulier, de rencontrer des gens qui écrivent, de rencontrer des gens qui lisent passionnément et qui m'ont donné le goût un petit peu à la lecture. Et c'est là que j'ai commencé, je pense que j'avais 22, 25 ans, comme ça, à découvrir les grands auteurs, à me plonger vraiment en littérature et par ce biais à découvrir la vie des peintres. Donc, ma rencontre, on va dire, avec les arts plastiques, elle s'est un peu faite de manière indirecte. C'était plus une rencontre livresque qu'une rencontre immédiate. Je me souviens vaguement être allé à Beaubourg quand j'étais au collège, mais je me rappelle même plus une seule toile. Donc, c'est dire l'intérêt que j'avais pour tout ce qui concerne les arts plastiques à l'époque. Mais alors, j'avais lu voilà, quelques ouvrages moi, qui m'avaient marqué. Je me souviens des correspondances de Van Gogh, par exemple, ou d'un livre d'un artiste un petit peu critiqué pour ses mœurs aujourd'hui, un livre qui s'appelle Oviri de Gauguin, pardon. Et puis d'autres, hein, et ça m'avait vraiment ébloui quand je me disais, mais là, on est dans une vie qui rassemble tout ce que je veux, c'est-à-dire l'aventure, la création, les couleurs, et puis ces espèces de destinées un peu maudites, des choses voilà, complètement abracadabrantesques. Et je me disais, waouh, ça doit être chouette d'aller sur au moins les pas de ces personnes-là. Et bon, voilà, à cette époque-là, je ne peignais pas du tout. Et puis, à l'âge de 26 ans, il y a eu un retour au pays natal, comme on pourrait dire Césaire, et où je me posais plein de questions. J'avais plus envie de travailler à Paris, je voulais devenir écrivain.
Et puis, je commençais à écrire, je faisais des nouvelles. Voilà, j'avais essayé un roman, j'essayais de faire des choses un petit peu, évidemment, qui faisaient un peu éponge avec tout le 19e siècle français que j'avais lu, avec toute la littérature un peu européenne, etc. Et puis, je suis revenu à La Réunion dans le but de rien faire que de lire et d'aller à la pêche, tranquille, avec mes bouquins. Et là, je pense que, encore une fois, je suis tombé comme ça sur des biographies de peintres, sur des biographies d'artistes, sur des vies qui me paraissaient euh, vraiment intéressantes, etc. Et puis, voilà, l'idée avait fait un jour son chemin et je me mettais un petit peu à peindre, à dessiner comme ça. Bon, j'ai rien à vous montrer de cette époque, et tant mieux, parce que le temps fait bien les choses parfois. Il efface beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est cette première mouture-là, en fait, qui m'a donné envie de continuer. Et je m'étais installé dans le sud. J'ai commencé à rencontrer un petit peu la vie artistique réunionnaise. Alors, quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu, parce que j'étais allé à 2-3 expos, il me semble, à la Villa des Arts, qui n'existe plus aujourd'hui, qui se trouve au Tampon, et j'étais allé au Carrefour d'art contemporain du Tampon. J'habitais Montvert, et puis après, je suis allé habiter un peu le Tampon. Et là, c'était super parce que j'ai vraiment rencontré bah, voilà, les premiers artistes réunionnais en chair et en os, et surtout des travaux voilà, vraiment sous les yeux, et de regarder voilà, des gens en action. Et je me souviens, entre autres, être tombé à la Villa des Arts sur une toile de Christophe Denmont, ici présent, et de m'être dit waouh, voilà, j'ai envie de rencontrer ces gens, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire plein de choses. Et ça s'est mis en place. J'ai eu la chance de rencontrer donc Christophe par la suite, Richard Vildemont, David Saminadin, Stéphane Pinclé, et j'en passe. Je ne les cite pas tous, mais voilà, j'étais complètement passionné à un moment donné, mais d'une façon très amatrice, par la peinture, le dessin, etc. En même temps, j'avais une idée totalement un petit peu faussée, parce que n'ayant pas fait d'école et ayant abordé la peinture, ayant abordé un petit peu l'art contemporain par le biais de certains livres, et pas tous, j'avais vraiment en tête que la peinture, c'était l'impressionnisme, c'était le fauvisme, c'était l'expressionnisme avec des artistes comme Otto Dix, Kirchner, etc., etc., Munch. Et j'étais arrivé sur le cubisme, voilà. Enfin, j'étais vraiment un petit peu ancré dans cette période moderne, et j'avais pas vu grand-chose voilà, d'autre. Donc, avec voilà une vue un petit peu peut-être très très marquée sur une période. Et un jour, je suis tombé sur les néo-expressionnistes, dont Jean-Michel Basquiat, et il m'a fallu des années avant de m'en remettre, parce que c'était voilà, une claque monumentale. Je me suis dit, comment on peut peindre ça, dans quelle époque on vit, et puis c'est moi qui vivais plutôt dans une autre époque, dans mes livres et dans ce que je connaissais de la peinture. Et très vite, j'ai découvert des Georges Baselitz, des Gerhard Richter, mais voilà, surtout Basquiat, Schnabel. Là aussi, j'en passe, la liste serait longue. Et évidemment, quand on commence à peindre et qu'on tombe sur des pointures qui nous impressionnent autant, eh ben, on devient une sorte d'éponge. Donc au début, je me suis mis à faire un mélange de tous ces artistes-là, et ça donnait pas grand-chose. Ça donnait pas grand-chose, mais c'était les premiers pas nécessaires pour que j'arrive à quelque chose et que je commence à vraiment toucher la matière, à l'expérimenter, et à comprendre que ce qu'il y avait dans ma tête et ce qui ressortait sur les toiles, eh ben, ce n'était pas du tout, du tout la même chose et une même affaire. Donc, c'était des premières années, un petit peu d'atermoiement, on va dire les premiers pas. Alors, je vous montre une toile, vous allez vite comprendre, qui date un petit peu de cette période. J'en ai retrouvé, j'en ai pas beaucoup, mais voilà. J'en ai plus beaucoup parce que je suis un petit peu autophage. C'est-à-dire que quand quelque chose ne me plaît pas, même si je l'ai en photo, je détruis tout. Donc,
c'est bien et puis c'est pas bien quand on veut remontrer des choses. Et alors sur cette toile, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez vraiment le droit de pas aimer, et je serais d'accord avec vous. Euh, ben, on voit toute l'influence qui était la mienne à l'époque, c'est-à-dire il y a du collage, beaucoup de palimpsestes, des signes un petit peu. Si je regarde encore, on voit une espèce de sabres là qui sont gommés avec de la peinture qui coule, des choses que j'arrache, que je remets, qui s'effacent. Le totémisme qu'on retrouve chez Jean-Michel Basquiat avec ces espèces de figures. Alors moi, j'essayais évidemment je faisais un effort constant pour me démarquer de ce génie de la peinture. Mais voilà, j'y revenais sans cesse. Et puis, je ne sais pas comment je peux revenir. J'ai trouvé. Je fais ça. Je fais ça. Ah non. Voilà, j'ai fait une connerie. Bah, j'étais vraiment là-dedans. Et évidemment, ça ne pouvait pas me satisfaire parce que j'étais un petit peu revenu euh, dans le but de trouver des choses. Après, il y avait aussi ma jeunesse. Je pense que j'avais dans les 27, 28, peut-être 30 ans. C'est un petit peu ces années-là. Et puis, je m'amusais bien, mais il y avait une insatisfaction. Je pense que de toute façon, l'insatisfaction, elle est encore là aujourd'hui. D'accord. Donc, cela, tu m'en fais l'écran. Et là, si je veux revenir, je suis désolé, mais il faut que je me. Super. Donc, encore une toile là, qui est encore un petit peu dans le même esprit, avec des tissus que je collais, des choses que j'effaçais, je revenais dessus. Alors, les toiles avaient une épaisseur comme ça à la fin, parce que, évidemment, on est vraiment dans le geste, dans quelque chose d'un peu discursif. On revient, on ne sait pas trop ce qu'on veut dire. Et, euh, et j'étais vraiment en manque de cette volonté d'écrire en même temps, parce que c'était assez mystérieux. La pratique plastique avait pris le pas sur le besoin d'écrire. Et ce besoin d'écrire qui était juste avant, il s'inscrivait vraiment dans un désir de narration. J'avais envie de dire des choses et je me sentais complètement coupé en fait avec mon île que je retrouvais et qui me passionnait. Et j'avais vraiment l'impression comme ça dans ma pratique que je disais pas grand-chose en fait de ce que je voyais autour de moi. Alors il y avait aussi quelque chose moi qui me tracassait, c'est que j'avais un petit peu cette envie de restituer des choses dans leur immédiateté, dans leur quotidien et dans mon entourage immédiat, familial, social et de l'atelier. Je me disais comment est-ce que je pourrais voilà, formuler quelque chose qui soit donné immédiatement et qui participe à la fois de mon entourage, mais des pratiques quotidiennes. Et évidemment, avec ce type de peinture-là, moi, je ne m'y retrouvais pas du tout. Alors, ça serait un petit peu fallacieux pour moi de dire que la transition s'est faite d'un coup, comme ça, en une crise esthétique, mais la crise esthétique était là, elle, est- elle, elle était latente, et petit à petit, je me suis aperçu qu'il y a eu il y a comme eu un glissement vers ces choses que je voulais absolument restituer dans mon travail. Alors, il y a tu m'as dit, alors il y a une toile que j'aimerais, bonjour, que j'aimerais vous montrer. Je fais ça. Ah, j'ai pas compris pour le plein écran. Euh, alors, tu m'as dit cette barre.
Ah, d'accord, ok. Donc, je ne fais pas espace alors. Ok. C'est bien. Ah, tu as double-cliqué là. D'accord. Non, non, il faut que je me familiarise. Alors, il y a cette toile qui fait partie d'une petite série de toiles. Alors, j'ai juste gardé cette photo-là. Les autres ont disparu. Alors, elle est pas très appétissante, on n'a pas envie de la mettre dans son salon. Mais je la trouve intéressante parce qu'elle marque vraiment cette transition en fait que j'ai opérée à un moment donné, et on voit qu'il y a toujours ces traces de collage et ces choses que j'ai rajoutées partout. Il y a de la peinture qui coule, on a encore de l'épaisseur, des tissus que j'ai collés, etc. Mais il y a cette volonté vraiment d'arriver à un sujet. Et je me suis dit, c'est ce que je me disais à l'époque, voilà, on élimine des choses, on enlève, on épure, on évince tout un tas d'éléments qui me parasitaient, cette façon d'être dans des lignes de force avec des personnages, etc. Et alors, en parlant de personnages, il y a aussi quelque chose qui s'imposait, c'est la disparition de ces fameux personnages un petit peu totémiques qu'on voit tellement dans la peinture d'un Jean-Michel Basquiat, par exemple. Et là, je gagnais un petit peu en autonomie et en indépendance. Je me disais, tiens, je suis plus une éponge là maintenant. Je commence à faire des choses un petit peu maladroitement, mais je commence à aller dans une direction où j'ai envie d'aller. Et juste derrière, si cette toile, elle est un peu voilà, contemporaine de la même époque, mais on voit très vite en fait que je suis passé là à quelque chose de. Pas fait une bêtise, hein? Si, hein? Bon, I'm sorry. J'ai besoin d'un assistant technique. Mais on voit déjà sur cette toile que voilà, il n'y a plus du tout de collage, il n'y a plus rien. Là, j'ai vraiment épuré le fond. Il y a vraiment une idée centrale. C'est tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui m'entoure dans l'atelier. En l'occurrence, ce fameux tabouret, il existe toujours dans mon atelier. Si vous passez un jour, je vous montrerai avec grand plaisir. Il est un petit peu abîmé maintenant, mais j'ai juste voilà eu cette envie de prendre les objets autour de moi et de me dire voilà qu'est-ce qui peuvent me révéler ces objets, quelle partie secrète de ces objets en fait participe de ma vie et comment je peux restituer en fait un instant avec une composition, une toile en l'occurrence, et dire ce que je vis. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça, parce que il y a toujours des partis pris en peinture, et j'avais décidé là de réunir sur ce tabouret un vase avec quelques médicaments autour. Donc j'étais vraiment en fait sur cette idée un petit peu que les objets mis en correspondance délivreraient leur message. Donc derrière cette, on va dire, innocence de la nature morte, j'avais quand même ma petite idée derrière la tête. Et les premières toiles un petit peu que je commence à réaliser sous cette facture, les médicaments reviennent. Les médicaments reviennent souvent et pas de manière innocente, hein, c'est que je voulais vraiment adresser aussi un message euh, dans ce travail et montrer un petit peu que le quotidien n'est pas fait non plus que des images un petit peu d'épinal qu'on veut bien nous servir, que ce soit dans la publicité ou tout ce qui touche le doudouisme insulaire en général. Mais j'étais vraiment plus sur quelque chose qui concernait la consommation et la partie négative de la consommation, en l'occurrence la médicamentation sur cette toile. Après, il y en a d'autres. Je ne vous les montre pas toutes, je vais vous en montrer une autre. Mais de la même manière, je voulais aussi, et alors c'est quelque chose qui m'est apparu, c'est de mettre un petit peu les objets en correspondance. Pour moi, il me permettait aussi de les déformer parfois, voire de créer
des surprises sur la toile. À savoir, là, en l'occurrence, on voit bien que les tiges des anthuriums ne rejoignent pas le vase. Et j'ai alors quelque chose que je ne m'explique pas forcément, mais d'emblée pris la direction d'un surréalisme, un petit peu en peinture. Et alors, c'est assez curieux parce que s'il y a un mouvement que je n'aime pas du tout en peinture sur le XXe siècle, c'est le surréalisme. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas du tout sensible à Max Ernst, Dali, et j'en passe. Vraiment, ça me touche pas trop. C'est peut-être de Chirico, mais voilà, j'étais pas du tout versé et je me suis aperçu en fait que d'une peinture qui se voulait représentative, peut-être incitative avec des éléments mis en juxtaposition qui délivreraient le message qui était le mien et que le public voudrait bien voir, je passais quand même dans quelque chose qui était un peu fomenté et un peu trafiqué. Et puis après, je me suis dit, voilà, la toile le permet. En fait, on peut faire plein de choses. Je ne suis pas obligé de me coller non plus à la réalité. Et je peux comme ça délivrer un petit peu tous les messages que je veux. Euh, alors, est-ce que j'ai autre chose donc, c'était vraiment un petit virage esthétique. Peut-être que je vous en donne. Donc là, je fais. Montre-moi comment on remet tout notre. Je clique une fois. Ok, ah, super. J'ai compris. Et là, je fais ça. Hein. Alors, je vous disais que je dessinais pas. En fait, je dessine très peu. Et c'est juste, voilà, un très mauvais dessin parce que j'en fais rarement. Je me contente souvent de prendre l'idée, de l'attraper, de la mettre sur un petit carnet. J'ai toujours des petits carnets dans mon sac. Et voilà, dès que quelque chose me traverse, j'ai souvent l'impression que si je le fais un peu plus tard, et ben j'aurais oublié. Donc très vite, je griffonne des choses et puis ensuite, je vais essayer d'aller chercher les objets qui correspondent un petit peu à cette idée que j'avais en tête. Alors évidemment, à force d'avoir vu plein d'objets, d'avoir peint plein d'objets, il y a tout un tas d'objets qui me traversent l'esprit que j'ai déjà vus et surtout ce genre de petite idée, elle arrive de manière un petit peu décalée parfois. Mes deux grands-mères ne sont plus là, mais je crois que une des premières natures mortes que j'ai réalisées, c'était justement chez ma grand-mère, parce qu'on était dans son petit salon et on discutait. Et tout en la regardant, il y avait en toile de fond tous ces petits objets que les personnes collectionnent parfois en les mettant sur leur buffet, etc., etc. Et il y avait des câbles qui sortaient de l'armoire par derrière. Et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. J'avais vraiment l'impression d'avoir une de mes toiles comme ça devant moi. Bon, il y avait ma grand-mère devant. Donc très vite, je prends mon petit carnet, je griffonne quelque chose, tout en essayant de l'écouter et rester attentif. Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent ces petits instants-là en fait qui font que voilà, l'idée jaillit et puis j'essaie vraiment de la fixer. Et, et ensuite de la travailler en atelier. Après, il y a un petit passage en fait à l'atelier où je me dis bon, avec quel objet je vais travailler? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'était pas une bonne idée? Parfois, je démarre une toile et puis je m'aperçois que l'idée n'était pas si bonne. Bon, là, en l'occurrence, voilà, il y avait ce petit présentoir avec une petite lampe à pétrole, avec un portrait, une photo, machin, et puis hop, j'ai bien griffonné ça et j'ai mis tout un tas de câblage dessous. Et je pense qu'on y est là, on est à l'heure où tout est câblé. Tous les objets en fait sont liés et ils sont liés dans quelque chose qui est invisible, mais tout est là. Et les objets nous révèlent vraiment leur mystère. Ils sont sans cesse en train de nous révéler des choses. Et, et mon idée reste là, elle est toujours ancrée là-dessus. C'est qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent de nous? Et qu'est-ce qu'on peut dire de nous en fait à partir des objets qui nous entourent. Et ça reste vraiment des cartes d'identité matérielle en fait qui se trimballent sans cesse autour de nous. Alors la Réunion, il y a quelque chose de très particulier en plus, puisqu'on reçoit beaucoup d'objets de l'extérieur. Et qu'en même temps, ces objets, on les transforme alors de manière un petit peu culturelle, cultuelle, intime.
et qu'on a sans cesse nos façons aussi de les agencer. Et je pense que ça nous dit beaucoup en fait sur nous et sur notre société. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui qui me tient à cœur, c'est qu'à chaque fois que j'arrive quelque part, je regarde tout de suite en fait tous ces petits objets en fait qui nous entourent, qu'on porte parfois sur soi, mais qu'on pose sur la table, sont devant la télé ou sur le frigo, etc., etc. Et à partir de là, évidemment, voilà, j'envoie mes compositions et ça donne des choses euh, souvent très innocentes. Alors, il n'y a pas forcément, pas de bêtises, hein. Il y a pas forcément voilà, de tiroirs cachés, de choses trappes et de messages derrière, mais parce que les objets disent simplement en fait les choses. Et parfois, il y a plus. Alors, je vous montre une dernière toile euh, sur cette série-là. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est une nature morte avec euh, un vase, un cygne en porcelaine, euh, une nappe qui se part un petit peu en lambeaux, des roses. On a aussi des oiseaux du paradis. Et puis, dans la toile, j'ai essayé de mettre des choses qui concernent un petit peu plus le cultuel. Donc, j'ai essayé de mettre une ambiance un petit peu dans la toile qui peut faire penser plutôt à un hôtel qu'à une table toute simple avec des objets décoratifs. Il y a le tissu rouge qui revient. Le rouge, c'est vraiment la couleur la couleur d'au moins 3 religions à La Réunion, si ce n'est 4. Ce rouge qui est omniprésent hein, dès qu'on est dans le religieux. Il y a les bougies qu'on retrouve un petit peu derrière. C'est des bougies tropicalisées. Je pense que tout le monde connaît un petit peu l'emballage, la boîte, derrière le vase. Et puis, il y a un œuf qui est posé là comme une offrande avec cette petite bougie ici. Et cette opposition entre la rose qui est européenne et puis une fleur tropicale. Et toute cette ambiance, en fait, elle, je voulais juste, voilà, avec les objets, figurer en fait cette ambiance, cette atmosphère religieuse à La Réunion qu'on retrouve vraiment un peu partout et de manière vraiment innocente parfois, euh, parce qu'il nous arrive d'acheter des bougies, parce qu'il nous arrive d'acheter tout un tas de choses pour des usages qu'on imagine être tels et qui, mis en fait bout à bout, vont évoquer certaines choses. Et ça, vraiment, je le retrouve dans tout le panorama à La Réunion et on a chacun nos petites façons à nous de créer des histoires à partir des objets. Et ça, après, c'était vraiment. Enfin, moi, c'est quelque chose que je vois à peu près partout à chaque fois que et pas seulement dans la maison de ma grand-mère. Hein, je pense que les usages, ils sont vraiment euh, actuels et que les jeunes aussi se mettent euh, avec innocence parfois et sans le concevoir à édifier comme ça leurs propres hôtels. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est quels hôtels on bâtit aujourd'hui et quels hôtels seront bâtis demain, parce que je pense qu'on continue à le faire, on continue à monter en fait avec les objets, on continue à dire qui on est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, je vais passer. Ah, d'accord. Ah, il fallait... Et donc là, si je veux revenir sur le dossier, ah oui, c'est ça. Non, c'est ça. Et puis après, après, je suis parti dans des choses un peu plus compliquées. Parce que c'est vrai que de réunir des petits objets comme ça et puis de dire des choses, je voulais, c'était vraiment pour moi une plateforme et j'allais pouvoir raconter toutes les histoires possibles et inimaginables et des histoires qui peut-être sont mes petits mythes à moi, ma façon voilà, de me recréer le monde, de dire ma relation au monde. Par exemple, on va prendre celle-ci. Et pour faire en plus. Ah non, j'ai déconné.
tellement habitué à mon ordi. Alors, cette toile, elle s'appelle Arrestation, procès et exécution de Citaran. Quelque chose comme ça. Bon, évidemment, on est sur quelque chose là qui marie le pop avec un saut Hello Kitty duquel partent des racines pour aller sur un hôtel. Mais bon, on voit pas du tout et le buste de Citaran, ni son image. Il y a rien en fait. C'est juste le titre un peu qui évoque Citaran. Et, et moi, j'ai repris un petit peu j'ai repris un peu les mythes et légendes qui ont fait mon enfance. Et je me souviens qu'il y avait Grand Nergal, il y avait Citaran, il y avait les Avants, il y avait plein de choses. Et on nous disait attention, si vous traînez tard dans la ravine, vous allez croiser Citaran. Et Citaran, il peut être là, il peut être ailleurs. Il avait un don d'ubiquité. Enfin, on nous racontait des choses mais extraordinaires sur Citaran. Et moi, j'ai vécu Citaran, c'était un super-héros pour moi. Bon, un peu négatif, parce que si je le croisais, ça allait mal se passer, aux heures qu'on me disait en tout cas. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer de repeindre un peu les mythes, de les reformuler avec des pinceaux. Alors, je vous le conseille, parce que c'est un exercice qui est périlleux, qui est assez difficile. Et je suis parti comme ça à Saint-Pierre, parce que ça, pour la petite histoire, Citaran a été enterré à Saint-Pierre. Enfin, apparemment, sa dépouille s'y trouverait pas, mais en tout cas, il y a plein de monde qui se recueille comme ça sur sa tombe euh, pour soi-disant exaucer des vœux bénéfiques ou maléfiques. Bref, et quand je suis allé sur sa tombe, il y avait vraiment aussi quelque chose qui racontait, qui racontait une société, qui racontait la Réunion. Il y avait des cigarettes, il y avait du rhum, il y avait tout un tas de choses, il y avait des piles, je me rappelle, hein, je n'ai pas fait les piles là, sur mon hôtel, mais il y avait vraiment ce que les gens avaient envie de donner, parce qu'il faut faire une petite offrande pour avoir son vœu exaucé. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais refaire je vais refaire la tombe de Citaran à ma façon sur une toile. Donc, alors moi, plutôt que voilà, de représenter une tombe, j'ai préféré un autel. Et le voici. Alors, il y a une espèce de combattant là, dans un bocal qui regarde un buste. C'est un buste, c'était une statue grecque que j'ai décapitée et que voilà, il y a vraiment plus que le cou et le départ des épaules qu'on voit avec des bougies, des petits médicaments qu'on retrouve. Ça, c'est ma marque de fabrique. La noix de coco, un petit peu, avec les œillets d'Inde ici, et puis évidemment la petite fiole de rhum charrette, et la croix qu'on retrouve partout. Parce que quand on lit l'histoire de Citaran, moi, c'est ce qui m'avait marqué. J'avais un petit peu l'impression qu'il y a beaucoup de christianisme aussi là-dedans. Bon, alors, je ne vais pas développer cette idée, ce serait un peu long, mais déjà, on le trouve dans un cimetière, sa tombe est entourée de croix, et lui se proclamait sorcier, en tout cas, on me l'avait donné, on me l'avait vendu comme ça, et je trouve ça incroyable. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut aller voir, et du coup, voilà, j'avais décidé de recréer mon petit hôtel. Dans un autre, là, je fais escape. OK. Là, je ferme là. Ah ouais, c'est ça que j'oublie à chaque fois. Ouais, fait que je fasse quoi là? Ah, que je clique. Nanana. Ouais, il faudrait que je mette là. Ouais, ça va. Alors là, il y a une autre toile où je raconte un petit peu mes histoires. J'étais parti voyager en Asie et je suis parti un an. Et pendant cette année-là, il y a eu des attentats qui étaient terribles en France. C'était en 2013. Et puis moi, je peignais. Alors, je voulais pas, surtout pas peindre l'Asie telle que je la voyais. Ça ne m'intéressait pas trop parce que je me disais, j'avais une culture que je comprenais pas trop, donc j'arrivais pas vraiment à me situer. Donc j'étais plutôt sur des sujets un petit peu internationaux. En tout cas, il y avait moins d'ancrage insulaire réunionnais. Et il y avait eu ces attentats et c'était bizarre. J'étais à Bali à ce moment-là. Et évidemment, toute la communauté française internationale était choquée, etc. Mais peut-être les Français davantage que le reste du monde. Et moi tout autant. Euh,
et il y avait quand même quelque chose d'un peu schizophrénique, et je trouvais que ça participait un petit peu de ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire complètement immergé dans une histoire et dans des choses assez tragiques. C'est pas moi le cas de le dire encore à l'heure actuelle. Et je pense que demain sera fait encore de choses, de guerre, etc. Et en même temps, on continue à vivre. Et en même temps, moi, j'étais à Bali, et puis il y avait la fête partout. Il y avait des bars avec des happy hours, des machins, des trucs. Et j'ai vécu ça vraiment avec deux cerveaux. Il y avait un cerveau qui était triste, et puis l'autre où la vie continuait, et où on allait visiter des choses, on allait faire des trucs, et puis on rigolait, et puis on avait envie de pleurer en même temps. Donc je me suis dit, tiens, enfin, je me suis pas dit, tiens, je vais faire une toile, mais elle est sortie un petit peu comme ça. Donc j'ai repris vraiment, en fait, alors je crois que c'était les gerbes de fleurs des attentats de Nice. J'avais repris un petit peu tous les pots de fleurs, les gerbes qui avaient été déposées, enfin une toute petite partie. J'avais reproduit ça sur la toile à partir d'une photo. Et puis, en guise voilà, de fête, j'avais vraiment juxtaposé en fait, cette boule à facettes juste au-dessus, avec voilà, peut-être pour juste signifier une petite fenêtre qui s'ouvre comme ça sur nos intérieurs qui sont souvent déchirés, bouleversés et qui continuent à vivre. D'ailleurs, je crois que la toile s'appelle Show Must Go On. Et c'était vraiment. Enfin, je me suis aperçu que c'était une façon aussi pour moi j'ai exprimé souvent en fait cette ambiguïté un petit peu dans mon travail, à savoir, comme on dit en littérature d'ailleurs, travailler en oxymore, c'est-à-dire mettre dans une proposition deux choses qui sont totalement opposées. Et je pense que ça fait un petit peu partie de ma marque de fabrique, c'est-à-dire d'être sans cesse ballotté entre une envie puis l'autre, quelque chose d'extrêmement jouissif et quelque chose d'extrêmement peinant. Et là, en l'occurrence, cette toile, voilà, elle est vraiment un peu dichotomique là-dessus. Il y a un air de fête en haut et puis une catastrophe vraiment à la base. Escape. Ah, alors, je vous en montre. Voilà. Il faut que tu viennes à côté de moi. Je suis trop dans mon truc là et ouais, je t'écoute pas du tout. Je suis mauvais élève. Alors là, c'est une toile qui s'appelle Salle verte. Et alors on revient là sur le folklore réunionnais. Je pense que vous connaissez tous la Salle verte à La Réunion. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais en fait, avant, quand on faisait un peu la fête, il y avait une communion, un baptême, un mariage ou quoi que ce soit, hein, quand il y avait beaucoup de monde et que l'événement prenait un petit peu plus de place que le salon ne me permettait. On faisait une salle verte au dehors. On mettait des feuilles de banane, machin, ou de cocotiers, etc. Et moi, j'ai eu la chance de vivre ça quand j'étais petit. Je me souviens que mes grands-parents, ils faisaient souvent ça. Il y avait la salle verte et on tuait le cochon derrière. Enfin bref, voilà, on faisait la fête et puis il y avait beaucoup de monde. Et voilà, une toile pour dire que cette salle verte, elle existe de moins en moins à La Réunion. Moi, personnellement, j'en ai plus vu depuis des années et des années et des années. Et pareil, avec mes petits pinceaux, j'ai essayé Alors, la toile est très grande, elle fait 2 mètres par 1,60 m, je crois. Et ben voilà, c'est une toile un petit peu nostalgique où il y a encore un air de fête, mais c'est une fête un peu éteinte avec une bâche dans un coin, une espèce d'objet un peu insolite au milieu, des ballons qui flottent encore, mais voilà, le cœur y est plus, la pratique n'existe plus. Et voilà, la toile elle a un titre un petit peu ironique, Salvert, parce que voilà, on voit vraiment qu'il y a des murs tout autour. Enfin, voilà, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Et c'est voilà le petit clin d'œil sur une grande toile pour juste évoquer ces choses en fait qui disparaissent aussi pour laisser d'autres venir. Voilà. Voilà.
Alors, une autre toile là, qui s'appelle Tropisme. Alors, j'avais noté ce que ça voulait dire tropisme parce que c'est assez rigolo parce que des fois, j'ai des idées comme ça de titre de toile et je ne sais pas du tout ce que veut dire le titre. Et là, j'avais mis un titre dessus, je trouvais ça super chouette. Il y avait des espèces de palmiers, tout ça. Et je me dis, tiens, je vais l'appeler tropisme. Et je ne savais pas si le mot existait, évidemment. Et en fait, il existe. Et en littérature, alors je l'avais lu à l'époque, hein, mais après, je l'avais oublié, évidemment. Donc là, je l'ai renoté. Et en littérature, c'est une force obscure, inconsciente, qui pousse à agir d'une certaine façon. Et j'étais émerveillé, en fait, quand je l'ai relu, là, parce que je trouvais que le titre, il collait trop bien à ma toile. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a une force obscure, inconsciente, qui m'a poussé à déformer le meuble. Et, euh, et vraiment, quand j'ai lu, quand j'ai mis le titre comme ça dessus, et que j'ai vu que le mot en fait collait pile poil en fait à l'acception, les acceptions que je voulais mettre dans la toile, je me suis dit mais des fois la vie est bien faite. Donc voilà. Alors le meuble il se déforme évidemment. J'avais encore une petite idée derrière la tête et il se déforme en fait sous la pression, on va dire, des objets qui tiennent un petit peu côte à côte sur la toile, à savoir un décor de la plaine des Palmistes. C'est une photo que j'avais emmagasinée dans mon petit ordinateur. Il y avait euh, le portrait, en fait, c'est toujours sur des photos que je travaille, le portrait euh, d'un éminent monsieur qui venait d'Anjouan et que j'avais trouvé comme ça. Et il y avait les anthuriums. Et pareil, de les mélanger comme ça, j'ai senti que ce vieux buffet, en fait, qui était un buffet normand, avait besoin d'être visité par mes pinceaux. Et c'est à chaque fois le même procédé, j'ai envie de dire, c'est de mettre des objets en fait en cage dans la toile et moi de les regarder et de me dire voilà où est-ce que je peux maintenant agir et comment je peux les lier. Est-ce qu'il y a un principe en fait qui va me pousser, une force obscure en l'occurrence, à déformer certaines choses pour essayer de dire quelque chose. Et là, voilà, c'était un petit peu le but du jeu. Alors après, je ne vous dirai pas ce que j'ai voulu dire exactement. Parfois, je le dis, puis parfois, je le dis pas. Mais il y a quelque chose moi, qui me tient toujours à cœur dans mes narrations, c'est que mon histoire, finalement, importe peu. À savoir que j'essaie de dire des choses et je m'aperçois, en fait, sur les expositions, que cette chose, elle est perçue parfois et souvent pas. Et en fait, ça m'importe peu parce que là, je retombe sur quelque chose qui fait partie de mes convictions, c'est qu'une œuvre d'art, en fait, ne m'appartient plus dès que je la termine. Si vous y voyez un message qui n'est pas du tout le mien, ça ne me donne pas du tout raison. Euh, Ni vous d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien qui exclut rien. Chacun a une interprétation en fait, d'une œuvre hein, et il n'y a pas de, voilà, il y a pas de contradiction pour moi là-dessus. Si vous voyez une apologie, je ne sais pas, de l'enfantement et de la création, et que moi, je suis sur un autre sujet complètement différent, sur une même œuvre d'art, il n'y a pas de contradiction pour moi. C'est qu'on a des visions en fait qui sont différentes et c'est tout à fait normal. Voilà. Après, je vais juste vous donner deux petits mots en fait sur la technique aussi. Pour, comme je vous disais, je peins, c'est vraiment exclusivement. C'est vraiment de l'acrylique sur toile, quasi exclusivement. Alors la photo est un peu de traviole, j'aurais dû la redresser, mais on va l'imaginer droite. Euh, il reste 10 minutes. Alors juste quelques mots en fait sur la technique. Donc je peins vraiment exclusivement, c'est que de l'acrylique sur toile. Et souvent, en fait, j'ai vraiment pris le parti d'avoir des sujets qui sont vraiment au milieu. C'est-à-dire, souvent on me dit, tu devrais peut-être excentrer un petit peu, faire des choses qui sont... Mais non, c'est vraiment une obsession. Je mets toujours en fait mes sujets au milieu, j'ai quelque chose à dire et j'y vais voilà, droit au but. Comme il reste 10 minutes, il y a une partie question-échange. Je voulais aussi
je voulais aussi mettre en relation quelque chose qui est très important, c'est que dès que j'ai eu ce virage un petit peu figuratif sur une nature morte et puis extension, variation sur une nature morte, j'ai trouvé plein de gens pour acheter mon travail. Et alors ça, c'est quelque chose de formidable parce que ma peinture, elle serait peut-être pas là aujourd'hui. Je pense que c'est important de le dire parce qu'à un moment donné, il y a eu ce petit boom, on ne peut pas parler de boom, mais enfin, en tout cas, à chaque fois que je faisais des expos, je vendais mes toiles et ça m'a encouragé en fait évidemment à continuer un petit peu dans ce sens-là et à trouver un lien économique en fait avec mes idées, avec ce que je voulais dire, avec ce que je voulais juxtaposer dans l'étoile, ce que je voulais montrer, c'était quelque chose qui était juste formidable. Je pense que si aujourd'hui je peux continuer ma pratique, c'est bien parce que j'arrive à vendre mon travail. Donc, voilà, je me suis pas trop, j'avais écrit quelques trucs là-dessus, mais et alors pour finir, euh, je vais juste vous montrer une petite toile parce que je fais pas non plus que des natures mortes. Je me suis lancé un petit peu dans le paysage. Alors, on va sortir du dossier. Voilà. J'aurais pas pu tout vous montrer. Il faudrait que je revienne. Et on va aller peut-être ici. Alors, peut-être deux toiles. Alors, je me suis lancé un petit peu dans le paysage avec pareil une arrière-pensée évidemment en narration, c'est-à-dire je voulais pas prendre le paysage pour le paysage. Le paysage est un prétexte, mais en tout cas il est important si on appelle paysage, il faut qu'il soit là. Et évidemment, j'avais des petites choses à dire, des petites choses un peu contemporaines. Là, l'idée, elle était toute bête. Je suis allé me baigner un jour à l'Ermitage et puis j'ai vu un flamant rose qui traînait, on l'avait perdu sur le lagon. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, ça me dit tellement de choses. Sans me retourner, en fait, je le vois passer, je le vois dériver comme ça avec le vent, mais il me dit tellement de choses sur tout ce qu'il y a derrière moi. Et alors, on va finir sur un grand philosophe qui s'appelle Leibniz, qui disait qu'avec un seul objet, on peut dire tout l'univers. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose aussi à La Réunion. Le paysage, il est aussi avec nos yeux, il a été aussi fait de main d'hommes et de femmes. Et à chaque fois qu'on l'évoque, il y a toujours l'homme et il y a la femme partout. Donc, juste une petite dernière, et puis après, on va passer à une petite phase d'échange. Alors là, c'est pareil, c'est un paysage un peu crépusculaire, nocturne même, on va dire, et tout un tas d'objets au pied de quelque chose d'un peu rougeoyant. Euh, et là, encore une petite anecdote, et on finit là-dessus. J'étais à Langevin, et j'étais en train de me baigner à Langevin, super cascade, tout, super cool. Et d'un coup, je vois un gros sac en plastique au fond de l'eau, et je me dis, waouh, je vais l'enlever, faire ma BA aujourd'hui, truc écologique, machin. Donc je plonge, hop, je prends le sac, et évidemment, je l'ouvre, et il y avait des noix de coco dedans, il y avait tout un tas de trucs. Je me suis dit, aïe, 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 mais ça me mourir là. Je referme, je remets dedans et tout. Mais en fait, ça m'a apporté plein de. Ça m'a fait penser à plein de choses parce que je me suis dit, c'est marrant parce que quand on va à Grand-Anse, Langevin, etc., il y a tellement de choses qui se superposent. Il y a du culturel, il y a du politique, il y a des loisirs, il y a de l'écologie, on superpose tellement de choses en fait dans le paysage. Et du coup, voilà, je suis rentré à l'atelier, hop, je griffonne mon petit truc. Je me suis dit, il faut que voilà, je fasse une toile. Et là, évidemment, il y a la petite écuelle en cuivre comme ça, qui est vraiment religieuse pour les offrandes. À côté, il y a des bougies, pour dire que c'est cultuel. Il y a déjà des citrons pour les petits punchs, là, on va dire c'est un peu plus, on est un peu plus dans le loisir. Il y a une barre de céréales, peut-être des randonneurs qui l'ont abandonné, il y a des mégots, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et c'est vraiment ce paysage-là, moi, c'est pour dire un petit peu les choses sur nos pratiques. Merci de m'avoir écouté. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un peu à bâton rompu et je fais des digressions. Et bien, alors la technique, elle est vraiment, alors moi, je travaille vraiment acrylique sur toile. Comme je disais, je dessine souvent sur la toile au préalable. Je balance un fond, je respecte quelques lignes, je reviens vite dessus et je fais ça deux, trois fois en fait. Parce que je me suis aperçu avec les années que à dessiner quelque chose de but en blanc et à le peindre directement, ça marche pas.
il y a toujours en fait des espèces de paradoxes en fait sur la toile qui font que s'il n'y a pas de matière, si on ne fond pas les objets les uns avec les autres, on n'obtient rien. Je pense que s'il y a des peintres dans l'assistance, ils sont à peu près d'accord avec moi. Alors, sauf à chercher ces effets-là proprement dit, mais moi, c'est pas le but du jeu. Donc, c'est ça. Après, pour vraiment arriver sur quelque chose voilà, de plus technique encore, comment je travaille. Alors, j'ai pas l'occasion d'accumuler toutes sortes d'objets en fait dans l'atelier. Ça m'arrive parfois d'avoir un objet, de le poser sur le tabouret et de me dire tiens, je l'ai, je le fais. Mais souvent, je travaille avec des photos. Donc, j'ai une grosse banque de données d'images sur mon ordinateur et que je fais défiler. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on a une photo et qu'on agence un autre objet à côté, évidemment, les éclairages sont pas les mêmes. Et parfois, si vous vous amusez à venir sur mes expos un jour, vous verrez que des fois, les objets sont pas exactement éclairés pareil parce que je cherche quelque chose que je n'ai pas forcément sous les yeux. Des fois, l'objet, il prend une lumière sur la gauche et j'en mets un autre où la lumière arrive au milieu. Bon, voilà, je suis un petit peu sur ce bidouillage-là, mais après, je pense que c'est révélateur aussi de ma façon de travailler, c'est-à-dire d'agencer des objets, de les juxtaposer, de les mettre côte à côte. Et pour l'essentiel, voilà, pour la technique. Après, comme je le disais, je m'expérimente un petit peu à l'huile, mais c'est vraiment une autre paire de manches parce que les vitesses de séchage et le comportement en fait, du médium en lui-même sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, l'huile, c'est particulier, donc je reste pour l'instant un petit peu ancré sur l'acrylique. Je ne sais pas si j'ai tout dit au niveau de la technique. Non, non. Juste une petite réflexion par rapport à par rapport tu sais, tu fais souvent des reflets classiques. Oui. Si c'était de l'huile, Oui. comment tu arrives à faire ça à la clinique? C'est un compliment, si je vais le noter. Non, mais c'est vrai que, alors, il y a un petit côté, Lapi qui aime bien les choses qui rutilent et qui brillent. Et je suis très attiré, moi, par les objets qui brillent. D'ailleurs, j'ai toute une série de toiles, je ne vous en ai pas montré une, mais où il n'y a que des sphères avec des reflets. Moi, c'est quelque chose qui se fait écho, en fait, de tout ce qui se passe autour, etc. Bon, là, on est encore sur quelque chose de mystérieux. Comment j'y arrive? Je ne sais pas. Je pense que c'est à force de travail et vraiment d'observation. Par exemple, pour avoir une brillance sur un objet, on va dire métallique, il faut prendre du jaune de Naples, de diluer le jaune de Naples avec un blanc d'ivoire. Et puis, voilà, à force de mélange, à un moment donné, on se dit, ah, là, ça marche. Donc, et c'est vraiment, alors, pour ceux qui sont essayés à la peinture, c'est vraiment quelque chose de très minutieux. Le dosage qui va être au-dessus ou en dessous, on passe à côté de l'effet et ça marche pas du tout. Donc c'est quelque chose de... Et alors, pour le coup, moi, je suis pas du tout dans l'hyperréalisme. Je suis dans une peinture qui est figurative, mais je ne m'essaye pas à l'hyperréalisme qui prendrait un temps, mais un temps fou. Et parfois, c'est vrai que je vois des artistes travailler et donner des rendus de chrome ou de brillance en fait sur des objets. Je me dis, waouh, il y a un travail en fait, et il y a une connaissance en fait des mélanges pour obtenir juste de petits tons et des petits degrés au-dessus et faire que ça brille. Voilà, je pense que c'est un peu le boulot et l'expérimentation. Des questions. Ouais, prenez la parole parce que c'est moi. Tu pars pas dans le micro, puis tu peux parler. Moi, j'ai une petite question. C'est à la fin, tu nous parlais de la technique et que tu retrouves des photos, tu vas les composer. Et après, il y a une technique aussi, c'est le Photoshop. Tu peux genre découper, coller, régler les lumières. Mais il y a un truc qui m'a aussi percuté, c'est ton dernier vernissage à la boxe. Tu nous as présenté une installation avec tous ces objets peints en blanc, Oui. ancrés comme si le socle en fait faisait apparaître des objets.
Et je retrouve un peu dans l'idée de composition Mhm. de tes toiles, aussi en termes de volume, mais je n'ai pas pu avoir plus d'explications sur cette installation. Ouais, ouais. Ouais. Alors, alors c'était peut-être qu'on... Non, en fait, c'est sur cet ordi-là. On va pas... Mais effectivement, pour ceux qui sont venus à ma restitution de résidence, il y avait une installation au milieu avec, je fais très vite, des objets. En fait, j'avais acheté tout un tas d'objets chez S-Center, les magasins partout qui étaient blancs. Je voulais que du blanc, avec des toiles, en fait, polychrome autour. Et il y avait un contraste, évidemment, entre le blanc des objets et puis ces toiles qui étaient colorées. Euh, alors, deux remarques. La première, c'est que j'aimerais, comme Marcel Proust, retrouver un temps qui s'échappe constamment et arriver un jour à faire autre chose que de la peinture parce que l'école d'art, elle est bien là pour le dire, et c'est tellement riche, tous les médiums sont riches et ils m'intéressent. Moi, j'aime beaucoup la photo. Enfin, en tout cas, j'en fais pas du tout, mais j'aime un peu tout, on va dire. Et puis, j'aimerais avoir le temps de tout un jour. Malheureusement, je ne l'ai toujours pas. Là, en l'occurrence, j'avais fait une installation avec ces objets. Donc, c'était un premier pas, on va dire, vers quelque chose qui n'était pas de la peinture, mais qui participait. Et le but du jeu avec l'iconothèque, alors c'était juste une sensation. J'allais souvent aux archives départementales prendre des notes. Et puis, c'était tellement passionnant que j'ai resté des journées là-bas, comme j'ai fait un peu d'histoire dans ma jeunesse, machin. Donc voilà, ça me plaisait beaucoup, l'histoire de la Réunion et tout. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en remontant le temps, en fait, les photos se décalcifient un peu, enfin se calcifient plutôt un peu, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus blanches, effacées, jusqu'à parfois plus reconnaître les personnes avec le temps et tout se blanchit, devient un peu machin. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que j'ai vraiment envie de. Je travaille sur l'objet et l'objet, en fait, je vais le calcifier aussi. Je vais vraiment faire quelque chose où tout est blanc au milieu et voilà. C'était juste parti sur cette idée-là. Et après, c'est assez rigolo parce que, encore une fois, c'est un prisme et il y a plein de gens qui ont vu plein d'autres choses en fait sur cette installation. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui s'exclut. Moi, j'ai voulu faire ça et des gens ont vu autre chose. Il y avait vraiment extension sur cette présentation et moi, ça me satisfaisait complètement. Donc, voilà. Question, il reste 3 heures. Toi, Christophe, je préfère que tu parles dans le micro. Test, 1, 2. Désolé, j'adore faire ça. Oui, désolé, je reviens un petit peu sur la technique. Je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu des compositions, puisque tu disais que tu travailles très peu à partir du dessin. Or, de façon traditionnelle, c'est souvent comme ça qu'on construit les compositions. Du coup, comment est-ce que les choses arrivent, les lignes de force, l'organisation de l'espace? Ben, c'est une bonne question parce qu'elles arrivent difficilement. Enfin, quand je dis elles arrivent difficilement, elles sont arrivées difficilement dans le temps parce que les premiers objets que j'ai commencé à esquisser sur la toile, parce que j'étais pressé, euh, j'ai peu dessiné. Évidemment, je faisais des bouteilles qui étaient de traviole, des trucs, enfin, il n'y avait rien de symétrique. Et puis je me suis acharné, quoi. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, j'arrive pas à faire un vase, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et à force de taper sur l'enclume, à un moment donné, oui, j'arrive à dessiner une bouteille à peu près sans avoir une bouteille devant moi et la faire droite maintenant, parce que j'en ai fait peut-être 400 ou plus, je ne sais pas, mais en fait, j'ai passé des nuits et des nuits à dessiner des objets. Alors après, je ne vais pas me vanter, parce que l'objet, il a cette particularité souvent d'être symétrique. Et quand on dessine une bouteille, un vase, un gobelet ou que sais-je, on a à peu près un côté qui ressemble exactement à l'autre. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se voit tout de suite et la correction, elle se fait. Donc il y a une certaine facilité à le faire. Maintenant, essayez un jour de faire des bouteilles comme ça à main levée ou des vases, vous allez voir, on part vite de traviole, il y a toujours un petit truc qui cloche. Et effectivement, c'est vraiment là, à force de faire, que la chose est venue. Après, pour la composition, je disais tout à l'heure que je centrais souvent mes compositions. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais en tout cas, c'est ma marque de fabrique. Je mets souvent composition, ce que j'ai envie de dire, au milieu de la toile. Et alors, je pense que je dois avoir
15 toiles où ce n'est pas le cas et tout le reste, en fait, tombe sous le joug de cette loi. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un œil, on a tous un œil pour quelque chose. Et ça, c'est vraiment universel. Je crois qu'on a un œil. On a un œil pour quelque chose, c'est-à-dire que quand après, vous avez le droit de dire que ça ne marche pas, hein, mais pour moi, ça fonctionne. Quand ça fonctionne, je garde. Et par quelle voie et par quel mystère j'arrive à composer quelque chose et à me dire, non, là, il manque quelque chose devant parce que ça ne marche pas, ou ça, cet objet-là, il ne marche pas parce que trop excentré, etc. Enfin bref, j'ai ma petite tambouille comme ça à l'intérieur, ma petite cuisine, et parfois, elle ne me satisfait pas non plus parce que j'arrive des fois à avoir des compositions où j'efface tout, je refais complètement la toile parce que ça ne marche pas. Et en fait, à force de ça ne marche pas, finalement, j'arrive de plus en plus à faire des choses qui marchent. Et ça, c'est vraiment quelque chose en peinture, en tout cas pour moi, qui suis autodidacte, qui a été très formateur. C'est qu'à force de faire, à un moment donné, on arrive. À force de vouloir monter sur le vélo, à un moment donné, le vélo, il décolle. Et voilà. Mais effectivement, il y a du mystère là-dedans. Et puis surtout, il y a peut-être des critiques qui sont parfois émises, hein. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, oh, j'aurais pas mis ça comme ça. Donc, la personne, je lui parle plus, évidemment, je peux la voir. Mais, donc, vous n'avez pas intérêt de... Mais non, mais sans plaisanter, voilà, c'est assez. C'est vraiment un apprentissage. Et puis peut-être en regardant le travail aussi de ce qui se fait, parce que bon, je ne suis pas le premier à peindre des natures mortes et des objets. Mais voilà, je pense que ça s'apprend. Rien n'est parfait, parce que des fois, là, par exemple, je vois le gobelet, il a vraiment une vue un peu trois quarts. Ça en est un petit peu au-dessus, mais pas tout à fait. Et en même temps, quand on passe sur sur les deux objets du fond, on voit déjà que l'angle n'est plus tout à fait le même. Donc évidemment, c'est du montage. Je pense qu'un appareil photographique, il rendrait quelque chose de tout à fait différent. Le but du jeu, pour moi, c'est que ça marche. Que l'œil ne se dise pas, oh non, mais là, c'est... Ah, tu as voulu faire un gobelet, mais ça ne ressemble pas du tout à un gobelet. Mais dès lors que, voilà, on se dit, voilà, il y a une trame et que ça fonctionne, pour moi, c'est bon, je n'ai pas le souci de l'exactitude, on va dire. Donc, voilà. Mais j'espère m'a répondu à votre question. Peux nous dire quelque chose sur ce socle, ce sol noir, sombre, qu'on retrouve dans pas mal de tes tableaux, en fait, où on se dit, tes objets, ils sont posés, mais sur quelque chose qui devient invisible, et en fait, qu'on retrouve dans pas mal de voilà, tes boulots. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a souvent en fait, des fonds qui sont sombres. Alors là, les fonds sombres, en fait, c'est vraiment, je parlais d'un peintre tout à l'heure, moi, que j'aime beaucoup. Et il y en a d'autres hein, dans son sillage, et jusqu'à nos jours d'ailleurs. Je parlais du Caravage. Moi, j'aime beaucoup ce peintre parce que c'est vraiment voilà, le peintre du clair-obscur, la Renaissance italienne avec ce qu'elle a d'explosif et de brillant en fait, dans le clair-obscur. Et souvent, en regardant, j'ai été peut-être hypnotisé par quelques toiles du Caravage, mais j'ai l'impression que les personnages, les objets flottent. Et c'est vraiment des effets de lumière en fait qui rendent un petit peu qui donnent ces effets d'apesanteur. Oui, alors il y a ça. Après, il y a souvent cette chose qui revient aussi dans mes toiles. Et alors, je me suis vraiment fait la même réflexion, c'est que les objets flottent également. Et pas forcément des toiles sombres. Des fois, il y a des toiles qui sont un peu plus lumineuses et j'ai l'impression qu'ils sont un peu voilà, pareil en apesanteur. Et là, je crois que, en fait, je pense qu'inconsciemment, ça rejoint des choses. C'est-à-dire, j'ai vraiment, j'ai envie de me raconter quelque chose, et j'ai envie que ces objets, ils soient en relation. J'ai peut-être pas envie, et quand je dis peut-être pas, c'est l'inconscient qui parle, qu'ils soient trop noyés et trop incrustés pour qu'on ne les aperçoive pas dialoguer ensemble. Et alors là, c'est vraiment une supposition parce que effectivement, c'est quelque chose de récurrent. Souvent, je me dis, même en les posant sur des socles, j'ai l'impression que les socles, ils flottent. Et je me dis, bon, il y a vraiment des choses comme ça qui arrivent, qui sont dans le flux peut-être inconscient et qui viennent de manière récurrente en fait dans le travail. Donc, je ne réponds pas vraiment. J'appelle la carte mystère pour dire, voilà, Moi, je vais répondre à ta place.
Non, c'est une Et je te supposition. contredirai pas. C'est des hypothèses. Ça m'a beaucoup intéressé que je savais pas ça, que tu avais des velléités d'écriture au début, enfin peut-être toujours, etc. Et c'est marrant, la première fois que j'ai vu tes toiles, bon, elles ont beaucoup un côté très séduisant, mais elles m'ont séduite aussi par ce mystère qui est cette ombre qui est là autour de ces objets qui sont disparates et tout ça. Et je me suis dit, c'est marrant parce que on dirait que tu racontes en image ce que moi je cherche à raconter en écriture. Tu vois. Et quand on écrit, et ça ne m'étonne pas, donc moi pour la réponse, c'est que c'est cette obscurité, cette incertitude des objets c'est quelque chose qui est profondément littéraire d'une certaine manière, parce que quand on écrit, si on écrit la réalité comme ça, c'est bon, il y a des gens qui écrivent ça maintenant, mais ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, ça fait des objets commerciaux. Mais si on veut que l'esprit du lecteur soit emporté par... il faut qu'il y ait cette sorte de mystère qui demeure et cette obscurité, entre autres, qu'il y a là, on ne sait pas trop où c'est, etc. Et puis c'est ce que tu dis, les objets racontent, donc il y a une notion de narrativité. Voilà, tout ça est très, très cohérent. Et il y a une deuxième chose, excusez-moi, je monopolise la parole à partir de maintenant parce que j'ai réussi à attraper le micro et ça fait 2 fois que tu cites le Caravage, tu l'as cité au début, Ouais. et tu recites le Caravage. Alors, je ne vais peut-être pas aller trop loin parce que on verra bientôt, je vais parler de ça, donc on va laisser ça pour plus tard. Le Caravage, bon, je ne vais pas rentrer dans les... Je ne suis pas esthéticien, on ne va pas rentrer dans les détails des normes historiques. Est-ce que Caravage était ceci, cela? Est-ce que... Bon. Alors, il y a beaucoup la nature morte avec le centré, bon, je ne sais pas quoi, la nature morte, mais dans la facture et dans cette espèce d'obsession, de référence qui revient, qui plane derrière du Caravage, je vais employer le mot, tant pis, je vais employer le mot, qui est un peu mon obsession, c'est le baroque. J'arrive, hein? T'as vu? Le challenge. Et je reprends ce que tu disais, et puis ce que disait aussi Colette tout à l'heure, à propos des objets. Et il y a quelque chose de très intéressant aussi que tu as dit entre ton tiraillement entre telle chose ou telle chose. Je ne sais pas, à un moment donné, tu as dit ton tiraillement entre... je ne me rappelle plus exactement. Oui, c'était sur l'espèce de volonté de vivre et de puissance, et puis des événements un peu tragiques, en l'occurrence voilà. là sur la enfin, ces tiraillements qui existent sans cesse dans différents domaines, et cette disparité, cette espèce de mélange qu'il y a. Et quand tu parles des intérieurs créoles, donc quand tu parles d'essayer d'élucider notre spécificité créole, moi, ça me touche beaucoup aussi parce que c'est effectivement ce que j'essaye de faire aussi. Et je m'aperçois qu'il y a tout un tas, de plus en plus, un tas de peintres, une certaine bande qui joue ce jeu-là, inconsciemment, ça apparaît, inconsciemment sont posées des choses. J'ai compris un petit peu cette chose-là quand il y a un artiste qui est brésilien qui est venu ici, qui s'appelle Edgar Oliva, qui est photographe, et qui a montré, on a fait une grande exposition, il a fait il avait son exposition rendait compte
de tout un travail qu'il a fait avec les femmes, les gens des villages de la Chapada Diamantina dans le nord-est du Brésil, dans les hauts du nord-est de l'État de Salvador, l'État de Bahia. Et c'était nos hauts, ou intérieur de l'État de Bahia, dans les villages, c'est les hauts d'ici, quoi. Et il a son expo s'appelait A Grande Arca, la grande arche, et les photographies montraient essentiellement, c'était des très grandes photographies, un très grand tirage, des crèches. Parce qu'il y a une tradition de faire des crèches familiales. Donc, il y a des dames, des mémés, souvent, la mémé de la maison, qui fait, pendant un mois, elle compose sa crèche. Et dans ces crèches, il y a tout ça. Il y a tout ce que tu montres là. C'est-à-dire qu'il y a Jésus, machin, il y a 2 personnages noirs de la mythologie chrétienne brésilienne, mais dans certaines crèches, il y a Goldorak. Oui, oui. Et puis il y a un tas de figurines, actuelles qu'ils intègrent dedans dans des espèces d'installations. Lui, il a fait des photographies, mais ce sont des énormes installations, des fois qui sortent de la maison, qui vont jusqu'à sur la rue, avec des bougies, des petites figurines. Alors, pour être en écho avec ce que tu viens de dire, enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais effectivement, le fait littéraire, ça, je l'assume complètement. D'ailleurs, quand je vous disais que je croque des petites choses, des fois, parfois, je les écris, en fait. Donc, c'est même pas… je sais que mon dernier cahier d'idées, c'est-à-dire, c'est pas un cahier de dessin, des fois, je me dis juste rouge, tel objet, hop, ça, comme ça, voilà, je consigne des choses, en fait, en écriture pour les repeindre. Donc, j'ai vraiment cette forme des mots d'abord, et après, le premier argile des mots pour peindre. Mais voilà, après, ça, c'est je pense que je suis venu à la peinture un petit peu comme ça, et il y a 1000 manières d'y arriver, évidemment. Pour revenir sur les hôtels, alors là, un hôtel à boule à facettes, alors c'est pas une blague, en fait, on pourrait penser que c'est un surréalisme et que j'ai rajouté une boule à facettes d'un hôtel. C'est un petit hôtel, en fait. Alors, il y a des objets que j'ai rajoutés en bas parce que j'ai rajouté des bougies, mais c'était vraiment un petit hôtel Saint-Expédite sur le tampon. Et il y a un monsieur qui avait une grande maison avec un grand jardin devant, et puis il y avait une petite loge comme ça avec un Saint-Expédite, et puis il avait branché le courant, et il y avait une boule à facettes. Ouais, là, je me suis dit, il y a une toile. Et après, alors à côté, j'avais rajouté du tissu parce que de la même manière, j'étais allé aux aigrettes, au bassin des aigrettes, et j'avais trouvé une petite loge aussi Saint-Expédite en bas, au croisement des sentiers. Il y est toujours d'ailleurs, je pense, au pied du canal. Et ils avaient mis des lambeaux de tissu rouge au-dessus en fait, de la petite maisonnée. Et j'ai trouvé ça, moi, je trouve ça sublime. Après, il y a ces réagencements qui sont continuels à La Réunion, cette façon toujours de créer dans la rue ou même chez soi, etc., avec tous ces petits objets-là, avec nos croyances, avec la société de consommation et avec toutes nos idées. Et à chaque fois, voilà, l'œil, enfin, mon œil, en tout cas, moi, il est un peu comme une caméra, des fois, comme tout le monde. Des fois, je vois des trucs et puis paf, ça me donne des idées. Mais voilà, on est vraiment sur ce que tu évoques, c'est-à-dire tous ces syncrétismes, toutes ces choses en fait qui s'interpénètrent pour donner des formes qui sont utilisées soit sous la religion, soit en fait dans les loisirs, etc., mais qui participent en fait d'autres domaines parfois et qui s'interpénètrent, etc. Et ça, je trouve, c'est vraiment La Réunion. La Réunion, elle est tellement riche de ça. Et alors, il n'y a pas du tout de pessimisme là-dessus. Je pense qu'elle continuera à l'être parce qu'on n'arrête pas que ce soit sur les bagnoles, il y a tout, sans cesse, les objets en fait sont réagencés et ils sont complètement remasterisés Made in Réunion. Et Made in Réunion, bon, Christophe était aussi à la conférence d'avant
il y avait un séminaire sur le travail de William Zitt, et il y a Francky Lorette qui est intervenu pour mettre un peu les choses au point, pour que les Parisiens et les Français, les intellectuels français, cessent de plaquer la réalité créole antillaise sur la Réunion, parce qu'on a notre spécificité, et beaucoup de notre spécificité passe par ces expressions de ces croyances. Et c'est pas étonnant qu'on dit nature morte au début, parce que ça renvoie à la nature morte, mais très vite, on parle d'autel. Donc, il y a tout de suite la croyance et la religion qui vient, même si sur ces autels domestiques, moi j'ai toujours vu ça, hein, il y a les Saintes Vierges qui s'allument, à côté il y a la photo du pape, mais il y a Bob Marley aussi. Hein. Oui, oui. Dans oui, beaucoup de oui, maisons, il y a aussi Bob Marley, parce que c'est quand même… voilà. Et cette spécificité-là, qu'on retrouve dans les maisons, dans les intérieurs, elle est… je ne sais pas comment c'est aux Antilles, mais elle est… Et cette disparité, ce mélange, ces choses diverses qui arrivent, elle est assez spécifique de la société créole réunionnaise. Et maintenant, quand j'ai des interlocuteurs parisiens, je leur dis non, arrêtez de plaquer. Si vous voulez nous comparer à un autre pays créole, comparez-nous au Brésil, mais pas aux Antilles. Parce que c'est complètement différent. Nous, à côté, on a l'Inde, on a Madagascar. On fonctionne différemment. Le peuplement a été différent. Enfin, bon, je ne vais pas revenir. J'étais sûr que j'allais parler trop. Peut-être juste l'idée de cette table à la Réunion qui est aussi un hôtel pour nous, hein, de manière générale, j'ai envie de dire. Quoi. Voilà. Même, puisque le repas, c'est de l'offrande, et que le repas, alors je ne sais plus si aujourd'hui on est dans une pratique généreuse du repas, mais il y a vraiment cette définition de la table, oui, qui est l'hôtel par excellence. Non, mais le restaurant a beaucoup dans les années 80, la pratique du restaurant et comment le fleurissement de restaurants, j'estime que ça a tué un vivre ensemble qu'on avait avec le partage du repas qui se faisait, je veux dire, voilà. Bon. On aime bien les restaurants. Hein. On a au niveau d'y en a fait ou pas? Non, les deux. Okay. Oui, juste Jimmy, si c'est possible de parler un petit peu de l'iconothèque, c'est-à-dire comment tu viens de finir tu faisais référence à la résidence à l'iconothèque assez succinctement, mais comment on gère comment une résidence lorsqu'on a une pratique établie et qu'on se retrouve avec une période comme ça, enfin, sur le principe de la résidence, 3 mois, avec un lieu, avec une histoire, une documentation forte, et voilà, comment est-ce que tu as envisagé cette chose-là? Oui, alors, de manière assez hasardeuse et pas catastrophique, mais c'était pas facile pour moi parce que c'était ma première résidence. Je supportais pas l'idée de résidence autrefois. Je me disais non. Moi, je bosse dans mon atelier, point barre, je fais mes expos et puis voilà, c'est tout. Je ne veux pas faire de résidence, machin. Et puis, il y a quand même des résidences qui arrivent qui étaient alors, je ne l'ai pas dit dans mon curriculum vitae tout à l'heure, mais j'ai fait une licence d'histoire de 30 ans, et parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et là, il y avait ces résidences-là et qui me permettaient de monter à Saint-Denis, d'aller voir les archives, de fureter comme ça dans l'histoire de la Réunion et d'avoir vraiment accès à tous les documents que je voulais. Et là, je me suis régalé. Donc, je me suis dit, tiens, je vais quand même faire une résidence. J'aime pas les résidences, mais je vais en faire une.
Et il y avait plein de candidats. Bon, je ne pensais pas du tout. En plus, Monsieur Gagneur m'avait mis une tape sur l'épaule en me disant si c'est pas pour cette année, ce sera pour une autre fois. Je dis oh là là, ça va pas être pour moi. Et finalement, il m'appelle, c'est pour moi. Bon, j'étais très content. Et puis, j'avais plein d'autres projets à côté, montage de la boxe, etc., etc. Et je me suis retrouvé vraiment dans la gestion de quelque chose que je ne savais pas faire. Je me suis dit, comment je vais faire là, il faut que je monte à Saint-Denis. Alors, j'étais trop souvent là-haut. D'ailleurs, il me disait, mais bosse un peu dans ton atelier. Hein, ne viens pas trop nous emmerder tout le temps. Mais il ne m'a pas dit ça comme ça. Mais je montais, je lisais plein de trucs, je prenais plein de notes. Alors, il y a toute une partie de gestation, c'est-à-dire où je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Parce que alors là, j'ai les archives iconographiques de l'Iconothèque à disposition, j'ai toutes les archives départementales en bas, avec une carte, je peux aller voir tout ça. Et évidemment, il y a toute la Réunion qui se déploie, quoi. C'est depuis... donc, j'ai commencé à regarder les cartes, j'ai commencé à regarder un peu la presse 18e, 19e siècle. Enfin, je notais plein de choses, j'ai rempli 2 cahiers, puis à un moment donné, j'ai dit, bon, je ne peux pas plus avancer, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis, tout bêtement, voilà, vraiment, c'est bête comme tout, à un moment donné, je me suis dit, bon, en définitive, sur les photos, j'avais vu des carnets en fait, d'engagés, c'est super intéressant parce que c'est vraiment un peu, on va dire, l'anamnèse juridique en fait, et administrative en fait, des gens qui étaient engagés à la Réunion, c'est-à-dire ils notaient tout, il fallait qu'ils payaient des taxes en fait, pour venir travailler à la Réunion, ils venaient d'Asie, du Sud-Est ou d'Inde. Voilà. Et j'avais tous ces carnets-là avec des photos. Parfois, des fois, les photos n'étaient pas là. La date de décès, enfin, il y avait tout. J'avais tellement de documents. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Là, j'arrête pas de voir des choses où les gens se déplacent. Et moi-même, le premier, en fait, pour aller aux archives, pour aller à l'Iconothèque, je me déplace tout le temps. Et l'histoire de la Réunion, elle n'est que déplacement. En fait, il y a des déplacements dans la douleur, la souffrance, souvent et des déplacements, des velléités économiques, on fait plein de déplacements, etc., etc. Une histoire de gens qui se déplaçaient, en fait. Et je me suis dit, tout bêtement, est-ce que je ne partirais pas sur cet axe? C'est-à-dire mon déplacement lui-même vers l'Iconothèque, et le fait qu'arriver là-bas, eh ben, je me déplace dans le temps, et que je tombe sur des gens, en fait, dont l'histoire n'est que déplacement, voilà, j'avais un peu la trame. Donc ça a mis, j'ai mis 4 mois en fait pour essayer de me dire, bon, parce qu'au début, je voulais partir sur un truc, ça n'allait pas, je me disais, qu'est-ce que je vais... Et puis, je suis parti sur cette trame très générale. Du coup, une fois que voilà, l'idée était fixée, que j'avais voilà, le substrat à partir duquel j'allais pouvoir commencer à mettre des petites graines et faire germer des choses, il était là. Donc à partir de là, j'ai fait plein de flèches et de machins. Je me suis dit, OK, je pars sur quelque chose, mais pas. Je voulais éviter les écueils un peu de choses trop littérales, c'est-à-dire tomber sur le déplacement en fait des Européens à partir du XVIe siècle, ou le déplacement forcé en fait des personnes pour venir travailler, ou le déplacement. Enfin voilà, je voulais éviter un petit peu tout ça parce que je jugeais que c'était vu, trop vu, et puis je voulais pas tomber dans ces travers un peu faciles. Du coup, je me dis, je vais faire les choses de manière beaucoup plus poétique, et je vais essayer de me défaire un petit peu de toutes ces choses qui sont vraiment tangibles de l'histoire, voilà, qui appartiennent au déplacement des gens. Mais je vais reprendre cette trame-là et je vais en faire un petit peu, je vais retraduire tout ça de manière beaucoup plus surréaliste, comme ce que je sais faire. Donc voilà. Et alors, c'est dommage qu'on en parle, mais j'ai pas les images du travail qui a été présenté sur cette restitution de résidence. Mais pour répondre voilà, à ta question, le démarrage était difficile parce que vraiment, on arrive sur quelque chose qui est dense, touffu, très bien documenté, qui est énorme. Donc, on arrive comme ça et puis il faut tirer quelque chose de là. Donc, j'ai mis un peu beaucoup de temps. Et après, du coup, j'étais en retard parce que le travail d'atelier a commencé, mais voilà, faire ce travail-là, c'est un travail qui est long quand même, c'est un travail figuratif, il faut revenir sur les objets, faire ce qu'on appelle des glacis, etc.,
travailler les brillances, comme on en parlait tout à l'heure. Et ce travail-là a pris beaucoup de temps. Du coup, ma restitution, elle s'est plus déroulée sur 1 an et demi qu'1 an. Et j'ai demandé l'autorisation à l'Iconothèque de repousser un petit peu la date de restitution parce que je voulais vraiment finir le travail et puis le présenter dans les bonnes conditions. Mais c'est une expérience. Et pour moi, c'était un premier pas. Ça m'a ouvert un petit peu voilà, sur autre chose que ce que je sais faire, c'est-à-dire le travail d'atelier simple. Et je pense que je serai partant pour une autre résidence un jour parce que c'était vraiment plaisant. L'équipe était vraiment super. On rencontre des spécialistes dans leur domaine. Et c'est juste quelque chose de génial. Enfin, si vous avez l'occasion de faire des résidences, pour ceux et celles qui n'en ont pas fait, faites parce que c'est juste, c'est très fort. C'était vraiment un moment très fort. Et puis, je fais un petit mot pour l'Iconothèque et les archives départementales. On peut tous et toutes y aller. Donc, c'est ouvert tout public. Il n'y a que quelques documents qu'on peut pas, auxquels on n'a pas accès parce que trop fragile. Moi, j'y ai eu accès, j'ai eu cette chance. Donc, j'étais avec les petits gants à manipuler des documents, des cartes qui datent du XVIIe siècle, etc. Donc, c'était vraiment, j'étais entouré des spécialistes, évidemment, pour me dire attention, il ne faut pas toucher ça comme ça et comme ça. Mais en tout cas, les documents principaux, on y a droit. Et allez-y, c'est vraiment l'histoire de la Réunion, elle est fabuleuse, quoi. Vraiment, c'est quelque chose de riche et je pense que j'y retournerai. Oui, David Gagneur sera là en conférence en mai. Bien pour Zoé, ça. Non, vraiment, venez. Alors, cette conférence du 31 mai, il faut vraiment venir. Pas le 31 mai, bon. Mais il faudra venir parce que c'est un monsieur qui est d'une richesse. Je vais le complimenter un peu. Et puis surtout, moi, j'avais un peu bouquiné l'histoire de la Réunion, voilà, comme on va dire, tout réunionnais lambda, je ne sais pas si c'est dit, mais enfin bref, j'avais un peu survolé les grandes étapes de l'histoire réunionnaise. Et en fait, de discuter avec des historiens qui sont vraiment dans les archives et qui travaillent des périodes, mais avec précision, on a vraiment une autre vue en fait, de l'histoire réunionnaise. Elle est complexe, elle est faite de plein de choses. Voilà, moi, la résidence, elle était riche de ça. Quoi. Vraiment, ça m'a complètement... Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a encore des... Ah, une petite question. Je ne sais pas si... Super, parce qu'on a donc je disais c'est vraiment intéressant que tu sois tombé sur cette logique justement de déplacement, de migrance effectivement et de la question éternelle de la migrance dans notre histoire, parce qu'on dirait que ça répond, enfin que ton œuvre en tout cas répond directement à cette logique-là. On peut y voir comme des rituels d'ancrage, des rituels de créolisation. Pierre-Loup en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, ce geste obscur que tu te vois faire ou que tu te sens faire, c'est peut-être précisément ce geste qui récapitule un petit peu notre histoire collective, celle précisément d'une migrance imposée et du travail de réancrage à partir d'éléments disparates. Et ça, tous les pays de la créolisation, même les Antilles, tous les pays de la créolisation, je suis désolé, fonctionnent de la même manière et nous sommes une internationale, Pierre-Louis, et c'est très bien qu'on soit une internationale, on a aussi besoin des Antilles et des autres. On a quand même vraiment l'impression que c'est ce qu'on pourrait toucher du doigt précisément en allant chercher l'archive, c'est-à-dire peut-être précisément comme le faisait Jean-Henri Azéma, transformer l'archive, en faire une chair vive. Et c'est précisément ce que tu as l'air de toucher du doigt, obscurément ou de moins en moins obscurément, parce qu'apparemment, tu y réfléchis beaucoup dans le même temps. On dirait qu'il y a un soubassement, sinon idéologique, mais de réflexion aussi, autour de ta pratique de la peinture. On a presque un sentiment que peinture, littérature et philosophie se tiennent la main, là. Oui, complètement. Et le plus complètement possible, enfin, dans la mesure de mes pauvres moyens d'artiste peintre, parce que à la base, il y a vraiment, alors sur ces représentations d'objets, il y a vraiment tout un courant philosophique, comme tu finissais avec la philosophie sur le XXe siècle, qui parle en fait de la problématique de l'objet, c'est-à-dire de l'altérité du sujet-objet. Et l'objet, il est vraiment dans toute sa puissance avec ce qu'on a de philosophie occidentale.
pense principalement occidentale, mais de toute cette réflexion en fait sur le mystère de l'objet et sur son côté impénétrable. Il y a vraiment cette fascination chez moi pour l'objet. Et après, ça peut paraître. Alors moi, je choque souvent des écologistes en herbe, hein, mais quand je dis que je trouve une bouteille de plastique belle et qu'elle a d'ailleurs ma dernière toile, une bouteille de plastique avec de l'eau dedans, mais qu'elle reflète voilà la lumière et qu'elle me parle. Elle m'envoie des messages, mais qui sont qui sont parfois d'une douceur, qui sont d'une poésie et d'une puissance, mais alors qui me suffisent et qui me dépassent. Et alors, je parlais d'une bouteille, voilà, je parlais que de plastique, mais tous les objets, en fait, tout l'univers matériel qui nous entoure, on le banalise, on l'intègre en fait dans nos pratiques. Et on l'appelle à grand renfort souvent, mais il est omniprésent et il nous envoie de manière continue en fait des messages et des informations. Juste à nous d'ouvrir les yeux, et il nous dit tellement de choses. Il nous dit tellement de choses sur ce qu'on est, mais sur ce qui nous rattache au monde. Et c'est pas le seul biais, hein, c'est pas pour faire de la métaphysique matérielle, mais en tout cas, il y a une puissance, là-dedans. Et alors, pour juste rebondir aussi sur cette remarque, c'est vrai qu'il y a, alors ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie des paradoxes en fait de cette crise un petit peu esthétique que j'ai pu avoir, c'est ce revirement et vers l'ancrage. Parce que j'étais complètement sur quelque chose, je disais avec des influences Basquiat, on va revenir sur cette mauvaise première période qui était une période un peu éponge. Je dis mauvaise, mais aujourd'hui, je revois les toiles, je me dis, bon, qu'est-ce que tu essayais de dire? Je n'arrive pas trop à comprendre. Et puis, paf, d'un coup, on pose des choses, on ancre, on fixe. Et j'avais vraiment cette volonté de donner vraiment au silence des objets, au mystère que représentent les objets, la parole. Et de leur dire, allez-y. Maintenant, j'arrête là mes histoires avec mes petits bonhommes qui veulent dire ceci, cela, qui sont dans des machins. Vous me dites des choses là et je veux juste retranscrire ces paroles-là, ces silences-là en fait qui sont un peu parlants. Et là-dessus, c'est vrai, il y a ancrage, il y a toutes mes toiles. Quand je regarde un petit peu mon travail, il n'y a pas de vitesse, il y a pas de, il y a des ballons qui volent, mais ils ont l'air d'être figés dans le temps. On parlait d'apesanteur tout à l'heure, mais hop, c'est là et puis ça bouge plus. Et ça rejoint complètement la toile qui d'ailleurs n'est pas animée. Mais en tout cas, oui, il y a cette chose, il y a cet ancrage-là qui revient sans cesse. Ça, c'est sûr. Et puis voilà, après, moi, je mets des mots aussi sur ce que je fais. Et c'est vrai que les choses, elles viennent de façon inconsciente et il faut laisser l'inconscient parler. Je me suis aperçu a posteriori en fait de ces choses-là, c'est-à-dire j'ai commencé un peu de manière fortuite à assembler des choses, à dire à m'exprimer un petit peu dans tous les sens, et puis à trouver à un moment donné quelque chose, et je me suis dit tiens, ça fait sens ça. Là, il y a quelque chose, et puis on essaie d'autres toiles, il y en a quelques-unes qui fonctionnent, d'autres pas, et puis on va, et puis à un moment donné on dit tiens, il y a un corpus là, il y a quand même des choses en fait des points qui se relient et ces points en fait disent des choses. Donc c'est vraiment voilà, ces atermoiements, ces essais, cette pensée en fait un petit peu active qui rejoint un inconscient qui dit lui aussi ces choses et je pense qu'il y a un petit peu tout ça effectivement. Je termine juste, hein, ça c'est vraiment ce qui est très lumineux dans ton travail, dans cette recherche, c'est manifestement que si on veut commencer à toucher le sacré du doigt, il faut bricoler avec. Et manifestement, tes arrangements, un tisaneur dirait tes complications, donc ces espèces de toiles rébues que tu produis. J'aime beaucoup cet effet de reproduction avec changement. Apparemment, tu fais beaucoup de séries justement où on a vraiment le sentiment que tu tâtonnes, comme s'il s'agissait de recréer la cérémonie qui permettrait justement le lien avec le sacré. Je crois savoir que tu n'es pas spécifiquement religieux, mais pour autant, ce rapport avec le sacré-là, pour toi, il est manifestement ce que tu cherches dans la peinture. Oui, bah après je pense que je suis pas, enfin j'ai aucune obédience religieuse, mais je suis profondément métaphysique. Et ça de naissance, mais bon, qui ne l'est pas? Pierre-Louis. Pas focus. Mais non, je pense que je suis profondément métaphysique, c'est-à-dire il y a sans cesse
ces questions de renouvellement et d'où on vient et où on va. Et ça, alors la nature morte, elle fixe, mais en même temps, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, elle évolue, et ces évolutions-là, en fait, questionnent. Donc, oui, je pense qu'il y a une métaphysique un petit peu des mœurs dans mon approche, mais maintenant, je sais pas. Après, il y a tout le côté esthétique, par exemple, juste pour le renouvellement dans mes toiles. En fait, je fais beaucoup de variations sur mes toiles. Bon, je pense qu'il y a aussi la vie qui induit et qui impulse ces choses. J'ai des expos parfois et j'ai pas une brillante idée tous les matins, malheureusement. Mais en tout cas, je me dis, bon, voilà, on va partir sur des choses. Alors, il y a des choses auxquelles je pense, et puis il y a des choses qui sont des variations sur des thèmes parce que je les vends bien. Et voilà, ça participe un petit peu de mon système économique aussi. Et c'est rigolo, en fait, parce que de dire je vais répéter quelque chose, au début, on se dit, bon, bah, ça va être une pièce de vendu, tant mieux. Un petit peu d'argent, c'est bien. Mais en fait, ça m'apporte des choses, et je le disais tout à l'heure, déjà, ça m'apporte de la précision dans le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est indéniable. C'est à force de faire qu'on arrive à bien faire, enfin, en tout cas, faire le mieux possible. Et à force de faire, on pense à autre chose aussi parfois. Et en fait, on est dans une espèce de transcendance, en fait, dans quelque chose qui est tout à fait banal, un peu trivial au début. On se dit, bon, on va faire quelque chose comme ça, là, on va monter mon expo. Et puis, l'idée on amène une autre, et on amène une autre, et puis finalement, quelque part, on arrive voilà, à se retrouver avec des choses vraiment nouvelles. Bon, après, je ne vous cache pas qu'il y a des toiles qui se ressemblent beaucoup. Alors, je ne vous ai pas tout montré, hein, mais j'ai dû faire, je ne sais pas, des hôtels un petit peu dans ce type-là. J'ai dû faire une dizaine de toiles. Alors, elles ne se ressemblent jamais. J'essaie toujours d'avoir des pièces un peu uniques. Maintenant, le message, enfin, le message, en tout cas, l'agencement peut donner à penser à peu près la même chose sur ces 10 toiles-là. Il y a des variations. Et puis, peut-être la 10e, à un moment donné, je vais arriver à quelque chose d'autre, et puis ça va ouvrir une petite porte, je vais être un peu ailleurs. Donc, je pense que le travail peut-être la manière que je l'ai amené, moi, dans ma carrière, il est vraiment discursif. Il y a des choses qui ont amené d'autres choses, et d'autres choses ont amené d'autres choses à un moment donné, et puis je me suis dit, oh, ça y est, je suis déjà là. Et c'est vraiment parce que j'avais plein d'idées en tête au début, que j'en ai éliminé beaucoup, j'en ai gardé 2, 3 qui ont fait un peu synthèse, et après je suis parti sur un petit peu autre chose, et puis voilà, de fil en aiguille, le résultat a été un petit peu inattendu, et puis je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Mais voilà, enfin, je pense que les principes de création, ils sont là, en fait, hein. C'est-à-dire, si on avait tout le temps quelque chose dans la tête, et paf, on le sort, et c'est ça. Alors bon, je ne sais pas si ça serait de la création. La création, elle est un peu mystérieuse, elle rencontre tellement de choses, et faut prendre des risques. Pour le coup, il y a des effets de cohérence parce que j'ai été très séduit aussi en voyant apparaître petit à petit à l'intérieur de tes natures mortes, ce qui a fini par constituer des portraits insérés et des paysages insérés. Et puis dans ta Biennale Expo, on voit quand même d'assez nombreux paysages, comme si pour le coup, tu partais chercher au fond de ton propre travail et de sa propre sérialité ce qui allait être nouveau systématiquement. Oui, complètement. Mais alors là, il y a une crise esthétique qui montre un petit peu, enfin, qui dit pas son nom, parce que je pense que j'arrive au bout de quelque chose, et c'est assez curieux. Je pense que, alors là, pour le coup, je vais devenir très métaphysicien. C'est que la vie, elle a un sens. J'imagine que chaque vie a un sens. Camus aurait dit le contraire, mais en tout cas, je pense que voilà, j'arrive à quelque chose là qui touche un petit peu à sa fin, en tout cas qui me force à aller vers autre chose. Et curieusement, il y a de gros projets qui sont mis en place là, dans ma vie personnelle, collective, avec la boxe, etc. Et j'ai l'impression de toucher vraiment, je touche un petit horizon là maintenant. Et je me dis, voilà, il y a des choses qui me satisfont plus.
Et je le vois parce que j'ai eu des... Alors, ça, c'est sympa parce qu'il y a eu le Covid, j'ai eu plein de commandes. Je me dis, tiens, comment je vais faire pour vivre avec le Covid? Ça va être dur. Je ne faisais pas du tout de commandes avant. Bon, il y a des gens qui m'appellent. Ah, là, je ne voyage pas, j'aimerais bien t'acheter une toile. Bon, je vais faire une commande. Et puis, bah, j'en ai fait 10, 12, 15. Et puis voilà, maintenant, je fais un peu des commandes. Et en les faisant, en fait, je m'aperçois que, évidemment, les gens, ils veulent quelque chose, ils veulent un Jimmy Cadet, sans faire mon Andy Warhol, hein, mais ils se disent, voilà, j'ai envie d'une nature morte, quoi. Et puis bon, bah, voilà, je fais une nature morte. Et je m'aperçois que, voilà, c'est sclérosant, en fait. C'est sclérosant. Il y a quelque chose, en fait, je me dis, OK, là, je gagne ma vie, mais je passe en phase artisan, là. Et c'est, enfin, j'exagère un peu, j'essaie de mettre 2-3 trucs dedans, trouver 2-3 tours de passe-passe, mais là, je sens que voilà, j'arrive à une limite, il va falloir recomposer, il va falloir tout mettre par terre, tout démembrer et repartir. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très important, c'est les ruptures. Il faut des ruptures, il faut remettre en cause, il faut ne plus aimer ce qu'on a fait avant, il faut maudire sa fiancée, comme on dit, pour bien l'aimer. Mais ouais, je suis un petit peu là-dedans, en fait. Là, j'arrive à une période où il va se passer quelque chose derrière ou rien, peut-être. Peut-être que j'y arriverai pas. Et c'est vraiment voilà, ce qui fait peut-être de nous des artistes aussi, c'est prendre ces risques. Il y a pas de métier d'artiste sans risque. Et le risque, il est justement de faire ce que je sais faire là et de dormir dessus. Et alors, c'est vrai et pas vrai ce que je raconte, parce que quand je regarde les grands, je vais prendre, je sais pas, prendre un Chagall. Moi, je m'aperçu que Chagall a fait du Chagall toute sa vie. Et les ruptures, elles sont au début. Et après, il y a la grande période classique, comme je pourrais parler de Rothko ou d'autres, hein, parler de même Picasso. Pour moi, souvent on a des débats, on me dit non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a eu des petites ruptures sur la fin, mais des fois, les artistes et même les plus grands, il y a des ruptures qui n'arrivent pas. On aimerait peut-être voir. Et en tout cas, moi, je le sens pour moi. Après, là, je suis sûr que je commence à arriver sur la fin d'un cycle. Mais je vous invite. Ouais, je vous invite. Elle va prendre peut-être un peu de temps. Et puis après, c'est toujours pareil parce que je vous ai présenté un peu 2 phases là, de mon travail, mais en fait, je pense que la transition, elle ne s'est pas faite le clac d'un coup comme ça. Hop, je suis passé à autre chose parce que j'en avais marre. Il y a vraiment eu ces petits glissements, ces tâtonnements, ces choses un peu horribles qui étaient là dans l'atelier. Moi, je me souviens, j'avais fait un hôtel qui flottait avec des bouts de tissu. Enfin, c'était un truc, c'était une horreur absolue. Mais il fallait ces petits accidents et ces gros accidents-là, en fait, pour rebattre les cartes, quoi. Et puis pour me dire, non, mais en fait, là, je suis un petit peu à côté de la plaque, là, dans ce que j'ai envie de dire, ce que je me propose de pouvoir dire. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Enfin, je me le souhaite. Hein. Je le souhaite à tout le monde, d'ailleurs. Je le souhaite à tout le monde en création parce qu'il faut sans cesse voilà, redistribuer et puis relancer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup, Jimmy. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous avez tenu tout ce temps. Non, je remercie encore l'École des Beaux-Arts, bien sûr. Je le redis, hein, mais c'est vraiment un plaisir. Et puis, je remercie Colette qui m'a rappelé que j'avais une petite présentation il y a quelques temps. Donc, merci, à bientôt.